depuis le Phédon de Platon, on oppose traditionnellement l'âme et le corps, soma et psyché, ou psyché. En réalité, dans la pensée chinoise, il y a une grande continuité entre le corps, et nous allons en parler parce que c'est au clair, c'est au cœur de notre question. Les Chinois, par exemple, dit Granet, un sinologue, les Chinois anciens ne croient pas que l'âme donne vie au corps, ni forme au corps, comme disait Aristote. Ils croient plutôt que l'âme apparaît après un enrichissement de la vie corporelle. En d'autres termes, le sinologue Bitter dit « l'âme ou l'esprit sont pour eux une manifestation supérieure de l'activité corporelle. Ils ne voient ni opposition, ni même discontinuité entre le corps et l'esprit, mais au contraire une continuité. » C'est donc sur ce processus de transition entre le corps et ses activités et une spiritualisation du corps que nous devons réfléchir. Nourrir le principe vital, c'est aller vers cette spiritualisation, si vous voulez. Alors, le mot est ambigu parce qu'il renvoie toujours à l'esprit, l'esprit qui plane sur les eaux de la Genèse ou l'esprit hegelien, etc., qui renvoie à une transcendance. Ici, évidemment, nous ne sommes pas dans une relation de transcendance, nous sommes dans un univers de l'immanence. Et donc, par exemple, un très beau livre de François Julien, qu'on a évoqué tout à l'heure, dans un autre exposé, qui s'appelle justement Nourrir sa vie, et travaille sur les mots qui permettent de décrire ce processus de spiritualisation et de formation de l'esprit et de l'éveil. Donc des mots comme épuration, affinement, vaporisation. Julien va mobiliser une large palette de métaphores pour imaginer ce processus cosmique qui se cache aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, en nourrissant sa vie, chacun accomplit l'œuvre cosmique du Tao, mais chacun le fait de façon différente. Alors justement, je voudrais évoquer 3 manières d'envisager cette élévation, cette spiritualisation du corps, que nous appelons l'esprit ou que nous appelons l'âme, et qu'on trouve dans la culture chinoise générale. Les Confucéens. Je cite par exemple Mengzi ou Mencius. Les hommes qui ne font que boire et manger sont peu estimés des autres parce qu'ils nourrissent ce qu'il y a de petit en eux et laissent perdre ce qu'il y a de grand. Car si les hommes qui ne font que boire et manger ne laissaient rien perdre, comment leur bouche et leur ventre ne correspondraient-ils qu'à un pouce de leur peau? L'argument, et on le retrouve dans d'autres documents, l'argument des Confucéens, c'est, on pourrait dire, l'argument de la sublimation. C'est-à-dire que les hommes doivent essayer de prendre en eux-mêmes la partie de leur activité qui les élève, qui les grandit, qui fait d'eux des êtres de qualité, et ils doivent laisser de côté tout ce qui les réduit, qui ferait des hommes de peu. Parce que toute la pensée confucéenne est marquée par cette logique hiérarchique et le choix de vie. Quel choix de vie tu as? Est-ce que tu choisis d'avoir un point de vue universel, d'avoir un point de vue général, d'être marqué par la bienveillance et la vertu, de penser à autrui, d'avoir le sens des responsabilités, d'être marqué par la bienveillance et par l'humanité, ou est-ce que tu cherches ton intérêt particulier, tes petites histoires, tes petites affaires, etc. C'est ce que Xiaozhen, l'homme de peu, l'homme de rien, dans la tradition confucéenne. Donc on le voit ici, nourrir le principe vital, c'est nourrir en soi toute la dimension qui nous valorise, qui nous spiritualise au sens où elle nous universalise, et c'est réduire tout ce qui nous... C'est abandonner, c'est limiter tout ce qui nous ramène à des choses secondaires. Donc on a ici une approche, on pourrait dire morale, de la spiritualisation du corps. Le courant qui a le plus évoqué cette spiritualisation du corps, c'est l'école du yin et du yang. Yin et yang, voilà, c'est ça, elle est citée ici. C'est elle qui va valoriser donc ce principe, puisqu'elle est à la source de la plupart des connaissances que nous avons aujourd'hui. Elle est marquée par un savoir rationnel et empirique, tout à fait original. On peut nourrir la vitalité, d'après l'école du yin et du yang, non pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue scientifique. Si on étudie la vitalité, il faut connaître la vitalité, connaître l'ensemble des processus
vitaux qui nous animent, qui nous inscrivent dans le monde, et alors nous pourrons effectivement nourrir en nous ce principe de vitalité. C'est elle qui va unifier, rendre cohérent et à peu près totalisant la médecine chinoise, l'alchimie chinoise, la pharmacopée, la diététique, etc. Donc, c'est l'approche qu'on appelle généralement scientifique de la rationalité culturelle chinoise, et elle est marquée, comme tout le monde le sait, par d'abord la dualité dynamique initiale du yin et du yang, qui est à l'origine de la vie, c'est la formule rythmique du régime de vie. L'homme doit la vie à la condensation du souffle originel qi, qu'il se condense et c'est la vie, yang, et qu'il se disperse et c'est la mort, yin. Cristallisation et dispersion, concentration et expansion, raccourcissement et allongement, etc. On pourrait développer l'ensemble des oppositions qui renvoient à des processus opposés. Et donc, en animant le qi en nous, donc le qi c'est le souffle esprit, ce qui nous donne notre énergie mentale ou corporelle, nous donnons vie aux 10 000 êtres, pour employer les expressions chinoises bien connues, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants du cosmos. Cette mise en œuvre obéit à 5 types d'agencement, d'où les 5 agents, qui sont en fait qui ne sont pas comme chez nous dans la physique, parce qu'on les retrouve, les 5 éléments eau, feu, terre, bois, métal, qui ne sont pas des substances, mais qui sont des manières d'agir, des manières de transformer, qui correspondent aux 5 orients, nord, ouest, etc., qui correspondent aux 5 couleurs. Et si on le voulait, on aurait un tableau de ces fameuses 5 correspondances qui regroupent la totalité pratiquement des phénomènes de l'univers dans lequel nous nous trouvons. C'est pourquoi, par exemple, un penseur comme Léon van der Merch pense qu'il faudrait dire hydraulicité, inicité, linicité. Hydraulicité pour l'eau, inicité pour le bois, le feu, pardon, oui, linicité pour le bois, métallicité, etc. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre eux correspond à des processus différents. L'eau a une manière d'agir, elle descend vers le bas et elle nourrit, elle dissout, elle rouille, etc. Donc ces manières d'agir, ces manières de faire sont tout à fait importantes si on veut comprendre comment fonctionne notre propre vitalité. Par la connaissance fine de tous les processus qui sont à l'œuvre en nous et par leur accomplissement dans leur particularité, nous pouvons développer le souffle vital, primordial, qui, selon cette école, se trouverait dans le bas-ventre humain, en face de la 19e lombaire, face au nombril, dans le lieu, dit le texte, où l'homme conserve sa semence et où les femmes réservent leur flux menstruel. Donc, que l'anatomie taoïste désigne comme le palais de l'embryon. Donc on voit bien que c'est ce qu'on imaginait être les organes génitaux et l'engendrement. D'où l'importance, évidemment, de cette vitalité, de nourrir de sa vitalité, d'abord en premier lieu dans les pratiques de la sexualité. Il y a tout un discours sur la sexualité vitalisante, ou au contraire la sexualité mortifère dans la pensée de l'école du yin et du yang, mais ça concerne beaucoup plus généralement l'ensemble des facteurs. Par exemple, je prends l'exemple de la salive. La salive, elle vient d'un orifice, la bouche, elle est un liquide, elle a un mode de transformation particulier, puisqu'elle est salée, etc. Donc, du fait de ces caractères, eh bien, elle va avoir une place très très importante dans les préceptes de cette école. Par exemple, pour fonction principale, elle est la purification. Elle reçoit 1000 noms qui la valorisent: suc de jade, eau pure du lac, source mystérieuse, etc. Et de nombreuses recommandations sont prescrites dans cette école pour sa production. Comment produire de la salive, sa rétention, la faire tourner dans la bouche, etc., le matin, le soir, à différents moments de la journée, mais aussi son usage, son avalement, etc. Il y a donc tout un... Et donc, j'ai pris cet exemple parce qu'il paraît tout à fait minuscule, mais justement, le propre de cette école, c'est de voir que parmi
toutes les formes de notre vitalité, rien n'est minuscule, toutes les formes de toutes les compositions, nos fameux liquides, la sueur, l'eau, la salive, le sperme, etc., etc. Chacun a des modalités particulières, à des moments particuliers de transformation et rentre dans ces processus. Les taoïstes, alors je les évoque, mais on reviendra tout à l'heure, eux, ils vont y voir même l'eau d'immortalité. Donc, ça y est, ah oui, 3 minutes. Oui. L'autre est le dernier courant qui renvoie à notre modalité, c'est le taoïsme. Taoïsme, je partirai d'une parabole de Chuang-Tzu, donc un des taoïstes, celle du faisan. Le faisan des marais doit faire 10 pas pour trouver une graine et 100 pas pour trouver à boire, mais il ne voudrait pour rien au monde qu'on prît soin de lui dans une cage. Son activité est à son comble, mais il ne tient nullement cela pour un bien. Donc pour garantir sa vitalité, le faisan, l'animal qui va picorer, etc., doit travailler, doit aller chercher sa nourriture, il trouve une graine par-ci, il fait beaucoup de pas pour trouver de l'eau. Donc par rapport à l'animal qui est nourri dans la volaille qui serait nourrie dans le poulailler, évidemment, il paraît être limité. Mais c'est d'une certaine manière cela qui est sa vitalité. La vitalité consiste à vivre et à agir l'ensemble des fonctions qui sont nécessaires à sa survie. Et il ne porte aucun jugement, et ça c'est le point principal sur lequel j'insisterai. En réalité, il n'y a ni bien ni mal, c'est ainsi. Et c'est ainsi qu'est le principe vital. Les poissons s'oublient dans les rivières et les lacs, les hommes s'oublient dans l'art de la voie. Donc pour se maintenir en pleine activité, pour nourrir sa vitalité, il n'importe pas de réfléchir, ni d'étudier, ni de discutailler, selon les taoïstes. Il y a une sorte d'instinct, il y a une intuition intérieure qui nous permet de connaître notre voie.